Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvézier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Pour moi, c'était une évidence en fait. Il n'a jamais été question de faire autre chose que quelque chose de beau. C'était vraiment un désir pour moi de mettre en avant l'artisanat français. Je pense que venant d'une famille d'artisans, c'était évident pour moi de mettre ça en avant et ça en valeur. Et c'était dans ces conditions que j'avais envie de travailler. Quand j'ai proposé à Pauline Volpe de témoigner dans le podcast qui s'intéresse au comportement de la réussite, elle a d'abord hésité. « Mais je n'ai pas encore réussi », m'a-t-elle répondu. J'ai gentiment insisté, et je suis heureuse de l'avoir fait. Vous allez entendre dans cet épisode le témoignage d'une jeune femme qui est en train de réaliser son rêve, celui de créer sa marque de maroquinerie haut de gamme, fabriquée en France, qu'elle a appelée Voline. Dans cette conversation toute en authenticité, Pauline nous parle du syndrome de l'imposteur, de persévérance et d'honnêteté, et nous offre un témoignage très lucide sur l'entrepreneuriat. Bienvenue chez Voline, et bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci de me recevoir. On est chez votre sœur là, c'est ça ? Exactement, on est au Debeul à Chartres, qui a été ouvert par ma sœur en juin 2018. Vous êtes de Chartres, mais vous ne vivez plus à Chartres, c'est bien ça ? Exactement, en fait, je suis née à Chartres, j'ai vécu à Chartres les 18 premières années de ma vie et je suis partie à Paris pour faire mes études. Et aujourd'hui, je me partage entre Chartres et Paris. Alors, que faites-vous aujourd'hui ? J'ai monté ma marque de sac à main, c'est une marque de haute maroquinerie française. Donc j'ai décidé de fabriquer en France et de travailler avec des artisans maroquiniers qui travaillent à Paris. Vous êtes jeune, vous avez 30 ans à peine, c'est ça ? C'est ça. Comment on décide de créer une marque de haute maroquinerie du haut de ses 30 ans ? En fait, c'est une idée qui a finalement toujours été un peu là, je pense, dans le sens où moi, je viens d'une famille d'artisans. Mon grand-père est arrivé en France, il venait d'Italie et il s'est installé comme artisan bottier à Paris. Et ensuite, il s'est installé comme cordonnier et il a formé ses 5 enfants qui eux-mêmes ont formé leurs enfants. Donc, je viens d'une famille d'artisans qui travaillent le cuir depuis 3 générations. Donc je baigne dans le cuir depuis toute petite. Et ensuite l'idée est née en 2015 avec mon frère. Moi avant ça j'avais pris des chemins un peu détournés puisque j'étais montée faire des études à Paris. J'ai fait des études de psychologie, j'ai fait des études de communication. J'ai travaillé pendant 5 ans pour le Grand Palais à Paris. Et ensuite j'ai repris des études d'histoire de l'art. Et l'idée est née avec mon frère donc en 2015 où il m'a montré en fait un sac à main qu'il avait réalisé pour un de ses clients, qui lui avait ramené une peau de serpent, il me semble. Et il me montrait ça et en fait moi qui ai toujours créé, qui ai toujours dessiné, qui ai toujours fait plein de choses, je me suis mis à lui dessiner des sacs et lui les fabriquer. Donc c'est parti de cette idée-là avec mon frère, c'est parti d'un jeu en fait avec mon frère. Et petit à petit, cette idée, elle s'est transformée, elle a germé pour arriver à la création d'une marque. Donc c'est un processus qui a été long, qui a été réfléchi et quelque chose qui a un peu toujours été là. Et c'est ce que je me dis parfois, c'est que j'ai l'impression que finalement tout mon parcours a fini par me ramener là où je devais être. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous vous êtes dit, ça y est, c'est sérieux, maintenant j'y vais pour de vrai, c'est plus un jeu ? C'est compliqué parce que ça a été un long processus en fait. J'ai l'impression que ça a vraiment été quelque chose qui s'est construit au fil des années. Donc j'ai pas de jour précis en tête, mais si je devais avoir des dates clés un peu comme ça, où j'ai fait un peu des sortes de sauts, je pense au moment où j'ai décidé de faire un FONGECIF. Donc j'ai décidé de mettre entre parenthèses ma carrière au Grand Palais pour me consacrer pendant 1 an à l'étude du stylisme à Paris. Ça a été une grosse prise de décision. Et le deuxième grand saut qui a marqué la création de la marque, c'est quand j'ai quitté mon emploi et que j'ai décidé de me consacrer uniquement à ça.
Et vous travaillez toujours avec votre frère aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il n'a pas créé la marque avec moi. Maintenant, il m'aide beaucoup, on discute beaucoup. Il est là en tant que conseil. Donc la marque s'appelle Voline, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver vos sacs ? Vous les vendez comment ? Alors je les vends en ligne sur Internet, prioritairement. Et ensuite, ils sont vendus également chez mon père, dans son magasin à Chartres. Et là, depuis peu, ils sont vendus également chez Garance Prépi, qui est un magasin de prêt-à-porter à Chartres. Je marche aussi avec des pop-up. Donc je fais beaucoup de ventes éphémères sur Paris. Sur Lyon également, j'en ai fait. Donc là, par exemple, la dernière que j'ai faite, c'était chez un antiquaire. Donc pendant 4 jours, avec d'autres créateurs, on se réunit et on présente nos créations. Et pourquoi ce choix de la haute maroquinerie ? Vous auriez très bien pu dire, moi je fais des sacs bon marché, entrée de gamme. Pour moi, c'était une évidence en fait. Il n'a jamais été question de faire autre chose que quelque chose de beau. C'était vraiment un désir pour moi de mettre en avant l'artisanat français. Je pense que venant d'une famille d'artisans, c'était évident pour moi de mettre ça en avant et ça en valeur. Et c'était dans ces conditions que j'avais envie de travailler. J'avais envie de faire du beau, j'avais envie de faire des belles choses. Je voulais pas faire des sacs à main qui disparaissent au bout de quelques mois, voire quelques semaines. J'avais envie vraiment de faire des produits qui soient durables, qu'on puisse transmettre, qu'on puisse donner à ses enfants, des sacs à main qui vieilliraient bien et qui pourraient traverser les générations. J'essaye d'imaginer votre quotidien. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi vos journées ? Alors mes journées, c'est beaucoup de travail seul. Donc ça, c'est un peu la contrepartie de l'entrepreneuriat. C'est que je travaille de chez moi. Donc je travaille beaucoup seule à ma table dans mon salon. Et c'est aussi beaucoup de rencontres, paradoxalement, parce que moi, je suis persuadée que quand on est jeune entrepreneur, on a besoin de s'entourer de jeunes entrepreneurs, justement par cette solitude. Je suis quelqu'un de très indépendant, mais je suis pas quelqu'un de solitaire. Donc j'ai besoin d'avoir d'autres personnes qui me nourrissent. Donc je fais partie de réseaux. Par exemple, j'ai intégré la BGE, qui est une couveuse. Donc je suis restée 6 mois en couveuse avant l'immatriculation de ma société, ce qui m'a permis de rencontrer plein d'autres jeunes entrepreneurs, ce qui m'a permis d'avoir un suivi. Et donc aujourd'hui, je suis en contact avec beaucoup d'autres entrepreneurs. On organise des séances de travail. Donc souvent, je vais travailler avec d'autres personnes. On se réunit chez eux, chez moi, et on travaille. Ça permet de casser un peu cette solitude. Et ensuite, il y a aussi beaucoup de rendez-vous avec les fournisseurs, avec l'atelier. Je travaille avec un atelier qui est à Paris. Donc l'avantage pour moi, c'est que je peux quand même régulièrement aller sur place les voir. Donc il y a beaucoup de rendez-vous pour suivre la production, pour penser aux nouveaux modèles, pour livrer des matières, aller chercher des matières, voilà. Donc c'est un quotidien qui est riche parce qu'on a toutes les casquettes en fait. Et entre le moment où vous avez l'idée d'un sac et le moment où il est en boutique ou sur votre site internet, il se passe combien de temps ? Alors les 2 premiers modèles que j'ai créés, il s'est passé 1 an. Donc c'est 1 an de travail entre les premiers dessins et la sortie de la première production. C'est des mois de travail parce qu'en fait, c'est des formes qui sont travaillées, c'est des formes qui ont demandé beaucoup d'essais, beaucoup de travail de prototype, de duplicata. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on commence par faire un dessin, ensuite on le traduit en prototype avec l'atelier. Donc il y a des séances de travail qui sont organisées avec l'atelier où on pense à comment monter le sac, quel genre de couture faire, quel type d'assemblage faire, quelle finition on veut. Donc ça, il y a beaucoup de travail là-dessus. Sort un premier prototype, on refait des ajustements. Ça, il faudrait le descendre de 1 cm, ça le monter de 0,5 cm. Voilà. Et ensuite, il y a encore d'autres duplicata pour arriver à un produit final qui soit vraiment le plus parfait possible en fait. Donc c'est un long travail. Puis il faut choisir les matières premières aussi. Il y a tout un travail de sourcing sur le cuir. Moi, je voulais des très beaux cuirs. Je voulais quelque chose qui résiste au temps, qui se patine bien dans le temps, qui puisse durer. Donc, j'ai été choisir mes cuirs en Italie. Et pareil pour les métalleries. Les métalleries, c'est quelque chose qui est très difficile parce que il faut des métalleries qui restent solides dans le temps et qui puissent durer. Donc, je source toutes mes matières en Italie. Et ces réseaux-là, vous les avez trouvés comment, les personnes chez lesquelles vous vous fournissez ?
Par contact avec l'atelier m'a beaucoup aidé. Il a un vrai rôle de conseil pour moi. Il me conseille des fournisseurs et aussi par les autres entrepreneurs que j'ai rencontrés. Je suis très proche d'une femme qui a lancé une marque de sac à main également et de ceintures. On travaille beaucoup ensemble, on échange beaucoup en fait. Et du coup, on s'échange des noms de fournisseurs. Elle me conseille. Je lui dis, moi, j'ai testé celui-ci, j'en pense ça. Elle me dit pareil. Donc, je suis très sensible à l'entraide, en fait, entre entrepreneurs. Je pense pas qu'il y ait de concurrence à notre niveau. Je pense que chacun est tellement, on met tellement de soi dans sa marque que chaque marque est un peu unique et notre cible est un peu unique. Donc, je vois pas la concurrence, en fait. Moi, je travaille vraiment plutôt en entraide. Le nom Voline a une résonance particulière? Alors, c'est Pauline Volpe. Donc, le Voline, pour moi, c'était important que mon nom figure dans la marque. Pas par souci d'ego particulier, mais plutôt parce que c'est vraiment ancré dans l'histoire familiale. Pour moi, ma marque, elle est vraiment puisée dans ma famille. Ça vient de toute mon enfance, ça vient de tout ce que j'ai pu voir autour de moi dans les réunions de famille, et c'est vraiment tout ça qui est dans ma marque. Donc c'était très important qu'il y ait les valeurs aussi que porte ma famille, du travail. C'est des choses que je voulais transmettre dans ma marque. Donc c'était essentiel pour moi qu'il y ait mon nom, et en même temps c'était essentiel qu'il y ait un peu de moi aussi. Donc pas juste Volpe, pas juste mon nom, mais qu'il y ait un peu de moi dans la marque, parce que c'est aussi justement prendre de mon héritage et y apporter ma touche personnelle. Si vous deviez qualifier ou décrire la réussite professionnelle, que diriez-vous? La réussite professionnelle, je pense, à mon niveau, que ce serait de réaliser un rêve. Je pense que ce serait plutôt ça pour moi, la réussite. J'aurais pu très bien réussir dans la communication, gagner très bien ma vie, avoir un travail que j'aime, mais j'aurais pas eu cette notion de réaliser un rêve. Ce que j'ai avec Voline. Avec Voline, il y a vraiment cette notion du rêve et d'accomplir un rêve qui vient. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça, la réussite dans Voline. Enfin, si je réussis dans Voline, c'est que j'aurais l'impression d'avoir réussi à accomplir un rêve. Et ce rêve, comment vous le définiriez? C'est le fait de créer quelque chose de toute pièce? C'est le fait de laisser une empreinte? Alors, c'est vraiment plutôt la création, en effet. L'empreinte, pas forcément. Je suis encore trop petite, je pense, pour avoir cet orgueil-là, mais je pense que c'est plutôt la création, l'idée de créer quelque chose de A à Z, l'idée de faire quelque chose d'un peu différent, de tenter des choses que tout le monde ne tente pas, et surtout moi j'aime faire des choses par moi-même. J'aime me prouver que je suis capable de faire quelque chose par moi-même. Par exemple, j'ai beaucoup voyagé toute seule, et c'est quelque chose que j'aimais par-dessus tout, parce que j'aimais me dire je suis capable de le faire, je peux me débrouiller par moi-même, je peux faire quelque chose par moi-même. Ça, c'est une notion qui est assez importante pour moi. Est-ce que vous pourriez me raconter un moment, un épisode, une période de votre vie professionnelle, chez Voline ou avant, au cours de laquelle vous vous êtes dit, ça y est, là, je suis en train de faire bouger les lignes, je suis en train de réussir, il se passe quelque chose là, voilà, je suis bien là où je suis? Alors ça, c'est très compliqué parce que je souffre, comme beaucoup d'entrepreneurs, ou d'ailleurs pas entrepreneurs, du syndrome de l'imposteur. Donc c'est assez compliqué pour moi de me dire que je suis fière de ce que je fais. C'est quelque chose qui est assez difficile, mais j'y travaille beaucoup. Donc ce serait un peu compliqué. Alors je pense que je dirais que c'est au début de l'année, en septembre, quand j'ai fait le point et que je me suis dit ok, ça fait 1 an maintenant que je travaille sur Voline, ça fait 1 an que j'ai quitté le Grand Palais, et que j'ai réalisé tout ce que j'avais fait en 1 an. Je souffre du syndrome de l'imposteur, donc j'ai du mal à me féliciter et à être fière de ce que je fais. Mais là, je me suis posée et je me suis dit quand même, voilà, il y a 1 an, la marque n'existait pas. C'était une idée dans ma tête, mais il n'y avait rien de concret. Les sacs n'existaient pas. Il y avait rien en fait. Et enfin, à part des idées dans ma tête, mais il y avait rien de concret. Et quand je me suis retournée, que je me suis dit, en 1 an,
t'as monté une marque, t'as créé des sacs, t'as lancé des productions, t'as essayé de trouver un marché. Et donc quand je me dis que tout ce travail que j'ai réussi à faire par moi-même en un an, je me dis bon bah quand même. Donc c'est le fait de regarder en arrière et de vous dire waouh quoi. Oui, de faire un peu le point sur le. On a du mal à se rendre compte en fait au quotidien de ce qu'on fait vraiment et de l'impact que ça a, et de faire le point parfois de temps en temps et de se dire bah quand même regarde tout ce que t'as fait en un an. Ça aide à être un peu fier de soi parfois. Alors justement, qu'est-ce que vous avez mis de vous ? Vous dites que vous mettez beaucoup de vous dans cette histoire. Qu'est-ce que vous avez mis de vous pour qu'en un an, vous puissiez vous dire « Waouh ». Je pense que j'ai avancé, j'ai réussi à avancer dans des moments où habituellement j'aurais pu m'écrouler. En fait, ça demande de savoir rebondir en permanence. Ça m'a demandé de pouvoir, à chaque échec, à chaque coup dur, à chaque doute, de mettre ça de côté et d'y aller quand même. Et ça c'est difficile, mais je pense que c'est la plus grosse partie de moi que j'ai dû mettre dedans, c'est de garder la foi et d'avancer quand même les jours où je me disais non mais il y a aucun espoir, laisse tomber, c'est trop difficile, de mettre ça de côté et d'y aller quand même. Et ça demande vraiment enfin là c'est vraiment là que j'ai ressenti que je mettais de moi dans ça quoi. Cette force de devoir repartir tout le temps. Et cette force-là, cette persévérance-là, vous l'avez toujours eu en vous ? C'est difficile à dire. Je pense qu'au fond, peut-être oui. Mais après, c'est quelque chose que je sens que j'ai vraiment travaillé cette année. C'est vraiment quelque chose où je sens qu'il a fallu que je me fasse violence, qu'il a fallu que vraiment j'aille puiser des ressources que je ne pensais même pas avoir. Et en même temps, je me dis que si je les ai, c'est qu'elles devaient être là et que c'est comme ça que j'ai réussi à les trouver. Votre entourage, votre famille, justement, qu'est-ce qu'ils disent de votre aventure professionnelle ? Si vous en parlez, je sais pas. Oui, on en parle. Je pense que mes parents, ils m'ont toujours un peu. Je pense qu'ils ont toujours regardé un peu tous mes projets. Je vous disais tout à l'heure que j'ai pas mal voyagé toute seule. Je me suis retrouvée parfois dans des situations un peu abracadabrantes. De voyageuse seule. Voilà. On voit bien. Et du coup, je pense que mes parents ont cette intelligence de me regarder faire et de me soutenir. De jamais aller me dire fais pas ça, mais pourquoi tu fais ça, de me laisser faire et d'être là en backup derrière. Donc ça va pas, voilà, ils vont plus être là, me regarder avec bienveillance et me laisser faire mes choix. On a compris que vous travailliez seul, mais que vous étiez quand même en relation avec beaucoup de gens, vos fournisseurs, l'atelier, vos distributeurs divers et variés. Est-ce qu'il y a des comportements particuliers que vous recherchez, peut-être même inconsciemment, chez les gens avec lesquels vous travaillez ? Alors oui, pour moi, c'est vraiment la bienveillance, des relations honnêtes. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'accorde énormément d'importance. C'est que j'ai besoin d'être en confiance avec les gens et que les gens soient honnêtes et bienveillants avec moi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je suis jamais dans la concurrence, je suis pas dans des rapports de force avec les gens. Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir dire les choses honnêtement, sans chercher toujours à écraser l'autre ou sans chercher à berner l'autre. Et donc moi je sais que je suis comme ça. Et alors peut-être que beaucoup diront que c'est pas les meilleurs traits de caractère quand on veut lancer sa marque. Mais pour moi, c'est important d'être bienveillante et de ne pas chercher à écraser l'autre et à duper l'autre. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'attends aussi des gens avec qui je travaille. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des gens avec qui je travaille, avec qui ça se passe comme ça, avec qui il y a une vraie relation de confiance, où on peut se dire les choses et où on cherche pas toujours à duper l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui se mesure avec l'expérience, j'imagine. Quand vous rencontrez quelqu'un, un nouveau partenaire, comment vous
vous le sentez ça? Est-ce que vous, je sais pas, vous donnez un temps d'observation, vous posez des questions particulières? Alors pas du tout. Alors c'est marrant parce que quand vous me posez cette question, j'ai envie de faire deux réponses. C'est que d'un côté, j'ai envie de vous dire que je suis quelqu'un d'assez naïf et qui du coup va plutôt faire confiance aux gens, parce que je pense que vu que moi je suis quelqu'un qui ne va pas, encore une fois, duper les gens, ben je m'attends pas forcément à ce qu'on me dupe. Donc je vais avoir un côté assez naïf, je pense. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que dans ma vie, en tout cas, je me rends compte que j'ai toujours réussi à bien sentir les gens. Donc, une sorte d'intuition ou quelque chose qui fait que, généralement, je sens quand ça passe, quand ça va le faire, et je sens quand quelqu'un, non, ça n'ira pas, et c'est pas une personne avec qui je pourrais m'entendre. Est-ce que vous avez en tête le nom de quelqu'un qui vous inspire professionnellement? Quelqu'un que vous avez rencontré ou pas, ou côtoyé ou pas, auquel vous pensez régulièrement, en vous disant tiens, comment il ferait lui ou elle, qu'est-ce qu'il me dirait là, tiens, c'est marrant, il m'avait dit ça, il ou elle m'avait dit ça, ça traîne encore toujours dans ma tête aujourd'hui. Est-ce que vous avez dans votre cercle, même lointain, ce genre de personnes-là? Alors ça va être un peu naïf ce que je vais dire, mais je dirais mon père, en fait. Je dirais que c'est mon père qui m'inspire. C'est un homme qui a toujours eu cette fibre de l'entrepreneur, qui a toujours monté des projets, qui a toujours eu des idées, qui s'est toujours beaucoup donné. Et c'est quelqu'un qui travaille honnêtement, qui travaille vraiment avec son cœur, c'est un homme qui est très droit. Et c'est vraiment ces valeurs-là dans lesquelles je puise. C'est quelqu'un qui s'est toujours donné pour son travail, que j'ai toujours vu se lever, aller travailler, quel que soit l'état de santé dans lequel il était, qui a toujours fait les choses avec bonne humeur, et je pense que c'est une belle inspiration. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre parcours professionnel? Pas vraiment, j'ai envie de dire. Moi, je crois vraiment qu'on est là où on doit être, et que chaque étape amène son lot d'apprentissage. Donc, j'ai eu des expériences malheureuses dans ma vie professionnelle, comme tout le monde. Mais je me dis qu'en même temps, ces expériences, elles m'ont permis d'être là aujourd'hui. Donc non, je pense que j'apprends ce que je dois apprendre au moment où je l'apprends, et que je suis un peu là où je dois être. Le dernier truc que vous ayez appris là, je sais pas, avec Voline bien sûr, qu'est-ce que vous avez appris récemment? Et là, très récemment, j'apprends à savoir un peu dire les choses. J'apprends à essayer d'avoir plus confiance en moi, et d'assumer mes positions, et d'assurer mes positions. Et ça, c'est très difficile. Je suis quelqu'un qui va plutôt être à pas vouloir trop déranger l'autre. Donc ça, j'apprends à plus assumer ce que je veux, ce que je suis, et à le dire, et à me tenir à mes positions. Et comment vous faites ça pour apprendre ça? C'est très difficile, mais en fait aujourd'hui c'est une obligation. Je suis obligée d'aller là où je veux aller avec ma marque, et de pouvoir suivre des caps sans être complètement influencée par d'autres choses extérieures. Donc je suis obligée de me tenir à ce que moi j'ai décidé, et à ce que je veux faire. Alors, sans trahir de grands secrets de fabrication ou autre, vous voulez l'amener où, cette marque? Je vois vos yeux qui pétillent, je sens que la vision, elle est claire chez vous. Vous n'êtes pas obligé de la partager, mais je suis curieuse, en fait. Je pense que si j'arrive à créer une marque qui soit suivie, qui soit aimée, où les gens... là, j'ai des gens qui ont acheté un premier sac, puis qui rachètent un deuxième sac. C'est vraiment l'image de la marque que j'aimerais donner. J'ai pas forcément des rêves de grandeur absolue. Si j'arrive à continuer à faire des belles choses, à continuer de travailler avec des artisans français, ce qui est très difficile, et à pouvoir vivre de ça, je demande pas plus. Pourquoi c'est difficile de travailler avec des artisans français? Parce que c'est très cher. C'est très cher, l'artisanat français. C'est bien plus cher que même l'artisanat portugais, où l'heure d'un artisan français ne se paye pas au même prix que l'heure d'un artisan portugais ou espagnol. On ne parle même pas de la Chine ou du Bangladesh. Donc il y a encore peu d'ateliers qui travaillent avec des jeunes marques.
C'est en fait pendant longtemps le Made in France a été réservé aux maisons de luxe. Ouais. Donc il n'y avait plus d'ateliers qui travaillaient pour d'autres marques que ces maisons de luxe. Donc il n'y avait quasiment plus de Made in France à part les maisons de luxe. Là, depuis plusieurs années, on retrouve un Made in France. Donc il y a des ateliers qui se recréent et qui acceptent de travailler avec des jeunes marques. Mais c'est pas facile à trouver. Moi, j'ai eu la chance d'en trouver un avec qui en plus les choses se passent très bien. Mais c'est difficile. Il faut parce que on travaille en petite série. On est un peu des coups de poker pour eux. C'est souvent beaucoup de temps pour eux et c'est pas toujours rentable pour eux d'aider une jeune marque au début. Donc il faut trouver le bon atelier. Et ça, c'est pas évident. J'entends bien que votre quotidien entre Paris et Chartres est assez fourni, n'est-ce pas? J'ai bien compris la valeur du travail dans votre famille et chez vous, et je vois bien tout ça. Comment vous faites pour vous ressourcer, pour vous poser, pour recharger les batteries? Alors moi j'aime sortir, j'ai des amis autour de moi, voilà, ça c'est un gros point, j'aime voilà aller au restaurant le soir, sortir avec des amis, ça c'est une grosse ressource. J'ai mon fils qui est vraiment je sais que quand je le retrouve à 18h, je sais que de 18h à 20h, c'est mon fils et uniquement mon fils, et c'est très précieux parce que ça permet de chasser tous les soucis, de pas penser au stress et d'être concentré sur une seule chose pendant un temps. Et ça, je pense qu'il y a quasiment que les enfants qui permettent d'avoir cette échappée-là. Et ensuite, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup l'art, je dessine, je peins, enfin voilà, j'aime avoir des activités un peu créatrices, et ça vide beaucoup la tête. J'écris beaucoup aussi, ça c'est des choses qui permettent de vraiment vider la tête. Comment vous faites pour trouver l'inspiration? Peut-être que vous faites rien, je sais pas. Peut-être que la réponse est rien. Ça, je pense que l'inspiration, elle est beaucoup tirée de moi et de ce que je ressens à un moment. J'ai l'impression que tout ce que je fais, ce sera toujours une traduction de mes émotions et de mon ressenti. Donc je pense que ça vient vraiment de là, en fait. Je suis quelqu'un qui aime bien me poser plein de grandes questions et qui aime bien réfléchir à plein de choses. Et je pense que c'est de là que je tire l'inspiration. Vous connaissez vos clientes? Enfin, vous en rencontrez dans la rue ou dans les magasins? Vous échangez avec elles? Oui, pour le moment, en plus, je reste quand même dans un cercle assez proche de moi. Bien sûr, c'est beaucoup le réseau, les amis d'amis. Donc on est encore beaucoup dans le réseau. Donc oui, je connais beaucoup mes clientes. Est-ce que, je sais pas, leur réaction par rapport à vos produits vous surprend, vous interpelle? Est-ce que vous apprenez des choses de la façon dont elles utilisent vos sacs, par exemple? Moi, j'ai toujours cette chose à cœur, c'est de me dire qu'elles sont heureuses avec les produits et que vraiment les sacs leur conviennent et qu'elles puissent être satisfaites de A à Z sur le sac. Donc pour moi, les plus beaux retours, c'est les retours positifs. Quand elles m'envoient des photos où elles portent leur sac, elles me disent là je suis trop contente parce que j'ai ça. Tout le monde me fait des compliments quand j'ai mon sac. C'est vraiment encore une fois le bonheur de la personne qui le porte qui me tient à cœur. Donc c'est le beau appliqué à la vie quotidienne, c'est un peu ça votre enjeu? Mais c'est un peu ce que je dis, c'est que en fait un sac à main souvent c'est l'objet qu'on a tout le temps avec soi, et en même temps c'est un objet qui va terminer une tenue. Vous pouvez être habillé en jean basket, si vous avez un joli sac à main, après joli ne veut pas forcément dire à des milliers d'euros, mais que vous avez un joli sac à main, tout de suite ça va terminer une tenue, ça va habiller une tenue. Je trouve que c'est vraiment un accessoire qui fait une silhouette en fait. Et donc pour moi c'était important que ce soit quelque chose de beau, quelque chose qu'on voit, et en même temps quelque chose qui reste classique. Est-ce qu'il y aura d'autres accessoires Voline un jour? Autre chose que les sacs à main? Là j'ai sorti les portes cartes et monnaie, donc pour compléter le sac à main. Je pense à des ceintures aussi, d'autres sacs à main évidemment. Donc oui, il y a plein d'idées. Vous êtes jeune vous-même, mais j'imagine que dans vos cercles, par exemple, d'entrepreneurs, vous êtes amené à peut-être donner des conseils ou partager des expériences et des ressentis. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer comme vous, qui rêve de créer sa marque, de quoi que ce soit d'ailleurs? Moi, je fais souvent le parallèle avec la maternité. C'est vrai.
je trouve, alors ça change un peu au niveau de la maternité, mais je trouve que souvent on parle du bonheur que c'est, de l'épanouissement que c'est, et c'est vrai que ça en est un, mais il faut pas oublier de dire que c'est dur aussi. En fait, que c'est très très dur et que c'est normal que ce soit dur, et que c'est pas parce qu'on n'est pas fait pour ça, et que c'est pas parce qu'on est nul, que c'est normal que ce soit dur. Et autant je trouve qu'il faut le dire aux jeunes mamans et aux jeunes papas, autant je trouve qu'il faut aussi le dire aux jeunes entrepreneurs. On a tendance à dire que la création de marque, c'est l'épanouissement, c'est la liberté, et c'est vrai que ça l'est. Mais c'est pas que ça, c'est aussi beaucoup de doutes, c'est aussi beaucoup de solitude, c'est un quotidien qui est pas toujours facile, c'est beaucoup de stress, c'est affronter des échecs et savoir rebondir en permanence. Mais c'est pas grave en fait, c'est normal, et c'est pas parce que parfois vous avez envie de tout abandonner et que vous vous dites que vous n'êtes pas fait pour ça. Que c'est que vous n'êtes pas fait pour ça en fait. Non, vous êtes fait pour ça, c'est juste que tous les entrepreneurs rencontrent ça. Et je trouve que c'est peut-être un discours qu'on ne dit pas assez, et du coup les gens qui se retrouvent face à des difficultés se disent bon bah en fait c'est pas pour moi, je suis pas fait pour ça, alors qu'en fait si, c'est juste que tout le monde rencontre ces difficultés. Vous me disiez tout à l'heure que vous écoutiez des podcasts. Est-ce que Oui. Je sais pas, il y en a que vous aimeriez recommander Alors, je suis férue du podcast Affaires sensibles, que j'aime énormément, qui traite plein de sujets différents. Ça va de l'affaire de crime à des affaires politiques beaucoup plus larges. Donc, c'est très varié. Donc, ça, c'est un podcast que j'adore. Et j'ai écouté aussi beaucoup de podcasts de développement personnel à une époque. J'en écoute beaucoup moins maintenant. Mais c'est vrai que j'en ai écouté beaucoup aussi à une époque. Ça m'a permis en fait de me poser des questions et d'un peu analyser, d'essayer un peu de me poser, de réfléchir et d'analyser les choses. Voilà, de voir un peu mes comportements, de voir ce que je pouvais arranger. Moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Donc, je crois beaucoup que plus on va penser positif et plus le positif va arriver. Ça, c'est quelque chose auquel je crois énormément. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours professionnel ? De réussir à accomplir mon rêve. C'est ce que je disais. Si j'arrive à faire des beaux sacs, que les femmes qui les portent sont heureuses et que j'arrive à vivre de cette activité, je pense que je serai comblée. Est-ce qu'il y a autre chose que cette conversation vous inspire et qu'on n'aurait pas abordé ? Pour revenir sur l'entrepreneuriat pur, je pense vraiment qu'il faut apprendre à rebondir. Il faut apprendre, ça c'est quelque chose que j'aime bien, c'est me dire qu'il faut apprendre à être une petite balle rebondissante. Donc les échecs, c'est pas grave, on va toujours repartir. Et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui permet de découvrir aussi beaucoup sur soi. Ça, c'est assez intéressant. Ça permet de travailler sa personnalité, de découvrir des choses sur soi. Et c'est vraiment c'est une belle entreprise. Après, c'est pas facile, mais c'est pas grave parce que c'est quand même très positif ce qui ressort. Merci beaucoup, Pauline. Merci à vous de m'avoir rencontrée. Plein de succès à Voline. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de le faire vivre. À bientôt!